j'ai mis à disposition l'essai. Mais avant de se lancer, alors, pour guider la conversation, je voudrais qu'on discute de 4 passages principaux qui, je trouve, euh, suscite, provoque vraiment la réflexion. Et c'est le titre des essais dans Management Learning, c'est Provocation Essay. Hein, donc c'est ça le contexte. Mais est-ce que avant de se lancer là-dedans, tu pourrais nous donner un peu le contexte d'écriture, d'intention, de motivation, parce que justement, l'objet de ce séminaire, c'est aussi de montrer que le travail scientifique a ça comme moteur. Hein. Qu'est-ce qui t'amène à écrire cet essai-là, à ce moment-là, dans l'état des débats actuels? Pardon, excusez-moi. Ça y est. Au lieu de mettre mon micro, j'ai enlevé ma caméra. Bah, d'abord, merci, Johan, de m'accueillir. Merci à vous tous d'être là. Je suis très honorée d'être lue par autant de gens, et surtout des doctorants. J'aime beaucoup être lue par les doctorants. Et j'aime beaucoup intervenir dans des séminaires doctoraux parce que, en fait, il y a toujours en général, enfin, en tout cas dans mon expérience, des discussions toujours très, très intéressantes et très vivaces. Donc, merci. Alors, bah, oui, pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, c'est un texte que j'ai écrit dans ma tête pendant des années, que je n'ai jamais pu vraiment écrire véritablement parce que, bah, t'en parlais tout à l'heure, Johan, mais dans une vie antérieure, moi, j'étais strategy as practice. Alors, j'étais pas tout à fait, disons, en accord ou en harmonie, on va dire, avec beaucoup de ce qui s'y faisait. Mais bon, j'ai tant bien que mal essayé de trouver ma voie dans ce champ-là. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout ce qui m'intéressait. Je m'en suis éloignée. J'ai gardé des contacts, bien sûr, sporadiques, mais on va dire, mais bon, c'est pas du tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. En fait, euh, de façon très graduelle, je me suis rendu compte, bon, comme je le dis dans le texte, hein, que, en fait, je ne faisais que perpétuer constamment, en fait, ce que moi, je considérais être très problématique. Donc, le genre de connaissances et Alors, moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la méthodologie, sur l'épistémologie. J'enseignais ces cours-là et je me disais, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas entre ce que j'enseigne et ce que je produis comme connaissance scientifique et ce que je crois, en fait. Enfin, ce en quoi je crois, ou en tout cas, ce à quoi j'ai été très, très vite euh, c'est une question très difficile d'ailleurs. Oui. Et je me suis corrigée un peu intuitivement parce qu'en fait, intuitivement, je sais que c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je pense que c'est parce que ce n'est pas de l'ordre de la croyance personnelle, intime, individuelle dont il s'agit ici, mais plutôt d'une réalisation de la matérialité, en fait, du système de domination épistémique dans lequel je me suis trouvée.
en fait. Et puis, face à ça, eh bien, j'ai dû construire, en fait, j'ai dû me construire mes propres arguments, mes propres interprétations, enfin, j'avais mes propres interprétations me menaient à construire une espèce d'argumentaire. C'est un peu, bon, là, je suis pas du tout cartésienne, hein, comme je vais le dire à un moment donné dans le texte, mais enfin, je le dis pas directement, mais c'est- mais à la fois, bon, ça va vous paraître un peu brouillon ce que je dis, parce que c'est pas vrai que je suis pas complètement cartésienne, puisque de toute façon, j'ai complètement intégré cette méthode comme nous tous. Alors moi, je suis un pur produit du cartésianisme, enfin, en tout cas, de celui qui infuse l'éducation et l'enseignement, on va dire. Donc oui, c'est pas tout à fait juste de dire ça, mais j'en suis arrivée, pour ne pas trop digresser, là, vraiment, arriver à là où je voulais en venir, c'est que ce texte, je n'ai pu l'écrire, en fait, que à partir du moment où j'ai réalisé de façon très matérielle ma position, en fait. euh, dans le champ de production des connaissances. Et il m'a fallu évidemment désapprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que moi, pour moi, ce qui est très intéressant dans enfin, les textes que vous avez lus, dont vous avez discuté tout à l'heure, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que, en fin de compte, ces auteurs classiques qu'on lit très peu finalement, enfin qui nous arrivent toujours par l'intermédiaire d'autres personnes, sont quand même toujours déjà là en fait. Ils sont partout. Ils, alors, moi, ce texte-là, c'est vraiment le résultat d'un processus de désapprentissage pour moi. Et aussi d'une espèce de volonté vraiment très marquée de sortir de ma déférence épistémique. Alors ça, c'est un concept qui est très important pour moi et dont j'ai horreur. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon très, très, très enfin, commune. Il y a une véritable déférence pour certaines pensées, certains textes, etc. Donc, il a fallu que moi, j'apprenne à me faire violence aussi et à penser contre moi-même, en fait, à plein d'occasions, pour en arriver là. Donc ça, c'est le contexte plus général. Le contexte plus particulier, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu autour de ces questions-là, sans penser forcément écrire à ce propos, même si j'écrivais sans le savoir dans ma tête ce texte depuis des années. Et puis finalement, un jour, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut que ça sorte, quoi. Ouais. C'est comme ça que ça a été écrit. Après, évidemment, on pourrait parler pendant des heures des coulisses du processus de publication, du fait que en fait, j'ai présenté ces idées-là à une conférence sans avoir de texte et que Déborah Bruys, qui était la rédactrice en chef de la section Provocation Essays, avait été très intéressée, donc elle m'avait invitée à y contribuer. Donc là, ça m'avait donné une espèce de motivation supplémentaire pour le faire. Et puis, j'ai eu une grande chance, c'est que pendant le processus de révision du papier, j'ai eu un évaluateur. Enfin, je sais que c'est un évaluateur parce qu'il s'est ensuite dévoilé à moi, donc je sais qui c'est, qui a été particulièrement, vraiment, qui m'a beaucoup aidée en fait, et qui m'a beaucoup soutenue dans ce processus. Donc tout ça pour dire que ce genre de texte, ce ne sont pas des textes qui naissent tout seuls ou qui arrivent comme ça de façon facile, mais qui sont le produit d'une lutte interne et aussi le produit de beaucoup de difficultés matérielles à travers le temps. Alors,
Pardon d'avoir pris un peu plus Non, de non, non, temps que justement. prévu pour ça, mais ça, c'est le contexte. Et en plus, ce qui est encore plus parfait par rapport à ce que je voulais donner comme remarque d'introduction avant de rentrer dans le texte, mais ta réponse l'illustre parfaitement, c'est que euh, le terme de décolonisation traverse le texte dès le titre, mais ce qui est intéressant, et ça neutralise le disclaimer que j'allais faire qui était double, qui était de dire, ne vous laissez pas polariser dans des termes académiques par des débats médiatico-politiques où on parle de la décolonisation à tort et à travers, rarement avec les auteurs et rarement avec les textes, mais voilà, ce qui a pour objet de rendre le débat impossible. Donc, c'est pas parce que dans le texte, il y a le terme de décolonisation qu'il faut forcément avoir déjà une position. Deux, il me semble que le texte, bien qu'il soit traversé par la décolonisation, n'est pas uniquement motivé par la décolonisation. Et ce qui est intéressant, c'est que tu viens d'en présenter tout le contexte sans utiliser une seule fois le terme Ouais. décolonisation. C'est-à-dire, ce qu'on sent dans le texte, dont j'encourage vraiment la lecture, c'est exactement ça. C'est une lutte contre la déférence épistémique. Qui après prend la forme, les codes, les références de la décolonisation pour des raisons dont on parlera peut-être pendant la lecture la discussion sur le texte, qui te sont propres par rapport à toi, mais quelque part, n'importe qui pourrait avoir le même point de départ sans que ça prenne du tout la même forme. On a parlé de déconstruction tout à l'heure, quelqu'un de déridéen serait peut-être parti sur de la déconstruction, et quelqu'un de bachelardien serait parti sur une attaque bachelardienne. Ça n'aurait pas donné les mêmes références, ça n'aurait pas donné les mêmes arguments, mais ça aurait donné le même type d'impulsion. Qui est lutter contre la différence épistémique. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, il y a des grands auteurs qui sont omniprésents, qui hantent, et ils hantent d'autant plus que j'ai l'impression que plus ils sont grands, moins on les lit. C'est-à-dire plus il y a d'intermédiaires. Il y a une intermédiation entre les scientifiques en sciences humaines et sociales, dont on pourrait imaginer que tout le monde est familier de tout ça, mais en fait, ça fait partie de la culture générale. Mais pire encore, ça fait souvent partie de la spectralité. Mais en fait, Descartes est là, Platon est là, Kant est là, mais on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement comment. Et donc, de lutter contre la déférence, c'est aussi se dire, je vais les lire directement. Deux, je ne suis pas obligé de m'y soumettre. Je peux les lire avec une distance critique, avec des contre-arguments. D'ailleurs, l'objet des séminaires pourrait ne pas être d'enseigner ces auteurs, mais de les discuter. Hein, de voir comment on réagit, comment on se positionne. Mais vous voyez dans vos réactions depuis le début, et c'est normal, la modestie est une qualité tant que c'est pas une paralysie. Et il y a beaucoup d'entre vous qui commencent par dire j'ai pas tout le bagage pour. Non, mais on lit une page, on a le bagage d'une page. On en lit 10, on a le bagage de 10 pages. Et puis on lit tout le bouquin, on a le bagage de tout le bouquin. Mais voilà. Donc les grands auteurs méritent d'être abordés avec cette lutte contre la déférence que tu mentionnes. Alors, Par je contre, voudrais. juste Vas-y. une petite chose quand même que je voudrais ajouter avant d'entamer vraiment le texte, c'est à propos de ce que tu disais là sur la décolonisation, c'est tout à fait vrai, cette remarque que tu fais, elle est tout à fait judicieuse. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de 2015, quand même, moi, j'ai été très, très, très intéressée par ce qui se passait en Afrique du Sud, ce qui s'est ensuite passé en Angleterre, tout le phénomène Rhodes Must Fall, ce mouvement qui a vraiment pris de l'essor à partir de 2015, mais qui existe depuis bien plus longtemps. Et puis ensuite, qui a culminé avec l'assassinat de George Floyd, avec la destruction des statues, avec tout ce contexte-là m'a beaucoup intéressée. Et en même temps, ce terme de décolonisation, en fait, est, à mon avis, particulièrement galvaudé dans les sciences sociales. En tout cas, je ne vais pas dire dans les sciences sociales en général, je vais dire plus particulièrement dans le champ des études organisationnelles, en tout cas, ça c'est sûr.
et que c'est pas tant et que il y a beaucoup d'approches, de définitions possibles, d'écoles de pensée, etc. Mais moi, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était vraiment cette question de la production du savoir Ouais. et comment décoloniser la production du savoir, en fait. C'était ça qui m'intéressait. Et donc voilà. Alors, il y a 5 passages que je voudrais évoquer. Il y en a 4 qui sont de toi, et puis il y a la citation d'ouverture, mais je voudrais qu'on aborde la citation d'ouverture à la fin, parce elle me hante, cette citation. Elle me travaille. Euh, euh, Celle de Khatibi? ouais, mais je voudrais d'abord qu'on passe par 4 de tes arguments et après qu'on y vienne. En plus, je pense que émotionnellement, il y a besoin de passer par là pour en arriver. Et justement, ce qui me hante, c'est que que le texte soit ouvert là-dessus, mais justement, je voudrais qu'on l'aborde après. Euh, alors, tu proposes d'envisager le concept de post-colonie pour réfléchir à l'école de commerce, la business school, comme site, comme lieu de production de connaissances, de dissémination et de légitimation. Et tu dis, ce lieu opère, fonctionne à l'intérieur d'un monde, d'un royaume épistémologique colonial qui constitue et est constitué par une multiplicité de voies, d'intérêts, de logiques qui coexistent avec différents degrés de violence, euh, mais à qui on n'attribue pas la même valeur symbolique, mais qui ne bénéficient pas de la même valeur symbolique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une post-colonie et en quoi de voir la business school comme une post-colonie change la manière de voir la production de connaissances en son sein et la dissémination Alors, oui, bon, d'abord, avant de commencer, je voudrais dire à ceux qui ont lu ce texte, qui l'ont trouvé difficile, que c'est normal. Il n'est pas forcément très facile d'approche, je m'en excuse. Je pense qu'il faut faire aussi parfois des efforts au niveau de la manière dont on exprime sa pensée. En tout cas, pour moi, à ce moment-là de mon écriture, il fallait que je sorte les choses de cette manière-là. Il y avait plusieurs concepts qui étaient importants et la postcolonie, ça a été un concept qui, pour moi, a été vraiment révélateur, quoi. En fait, et c'est pas de moi, évidemment, c'est Achille Mbembe. Achille Mbembe écrit en 92 de la postcolonie, un livre publié dans l'indifférence générale. Personne, mais absolument personne n'a réagi à ce livre dans l'année qui a suivi sa publication, en tout cas dans le monde francophone. Achille Mbembe l'a écrit en français. Et au moment où ce livre a été publié, a été traduit et publié en anglais, alors là, ça a commencé. L'intérêt est parti. Il y a eu tout d'un coup des textes, notamment Nigel Gibson, qui est vraiment grand penseur, qui s'y est intéressé, a écrit un très beau texte d'ailleurs dessus. Et donc là, bon, ce concept fait son apparition et est pris au sérieux. Enfin, c'est le, c'est le tropisme, je pense, général, hein. C'est écrit en français, c'est produit par des francophones. C'est ignoré, mais à partir du moment où ça intervient par la médiation des autres, ça revient tout d'un coup. Bon, ça, c'est quelque chose de c'est un classique, quoi. On va pas revenir là-dessus, mais donc ce que dit Mbembe dans De la postcolonie, c'est qu'il s'intéresse en fait à l'état des pays africains, parce que son objet, son sujet d'étude, c'est l'Afrique, et des pays africains nouvellement décolonisés, donc dont les structures politiques, sociales, économiques ont été officiellement décolonisées, c'est-à-dire le colon officiel, la France, le Royaume-Uni, etc., ont quitté le territoire. Donc la colonisation est terminée, mais qui continue en fait à reproduire un système
qui est issu du système colonial qui était en place. Donc, en fait, ce que Membe dit, c'est qu'il n'y a pas… Alors, je vais faire une petite parenthèse là. Attention, la post-colonie, c'est en un seul mot. C'est très important qu'il n'y ait pas de tiré. C'est pas la post-colonie. On n'est pas dans une temporalité qui vient après la colonie. Pour Membe, son concept, c'est un concept qui justement essaie de transmettre cette idée qu'il y a toujours en fait des éléments du système colonial qui perdurent en fait. La post-colonie est un système qui est en perpétuel devenir, mais qui est caractérisé par en fait une reproduction des institutions passées, enfin, qui ont été construites, enfin, établies, développées pendant le système colonial. Donc, reproduction, violence. Il y a aussi un côté grotesque et un côté obscène à la post-colonie. C'est-à-dire qu'il y a tout à la fois ces éléments-là. Et Membe les décrit parfaitement bien. Alors, il fait appel à la psychanalyse. Il fait vraiment… ce livre est un foisonnement d'idées. Et il essaye en fait à sa manière d'illuminer, enfin plutôt de mettre en lumière une situation à laquelle en fait on n'a pas apporté suffisamment d'intérêt. On y a apporté de l'intérêt qu'en mettant le tiré, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une situation post-tiré coloniale qui est nécessité de réinventer les modes de fonctionnement, les institutions, etc. de ces pays-là. Mais en fait, on se rend bien compte qu'on est englué. Alors lui, il parle d'un système d'enchevêtrement. On est englué dans cette colonialité. Alors le truc qui, moi, m'a intéressé, c'est que le concept de colonialité d'Annibal Quijano, il existe, Membe ne parle pas de ça, en fait. C'est autre chose. La colonialité de Quijano et la colonialité enfin, c'est un concept qui est très, très cité par les décoloniaux, notamment les latino-américains. Moi, j'ai toujours été très insatisfaite par ce concept parce que je trouve que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait. C'est un esprit, c'est une logique, comment ça se manifeste dans la réalité. Alors que Membe, il parle vraiment de structure, de violence, d'éléments ce que je dis dans le texte, là, d'attribution de valeur, des choses qui sont obligées de coexister mais qui n'ont pas du tout la même valeur, d'un système d'une espèce de société du spectacle, hein, tu as écrit là-dessus, Yoann. C'est un peu un condensé de tout ça, la post-colonie. Et on est dans une post-colonie, on est englué et enchevêtré dans un passé qui nous détermine. Et pour moi, ça, c'était une image qui m'a beaucoup parlé pour la business school. Parce que, en tout cas, dans mon expérience, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai fait mes études au Canada, j'ai travaillé au Canada aussi, j'ai travaillé à Singapour. Les business schools sont des lieux d'enchevêtrement beaucoup plus complexes et beaucoup plus grotesques et violents que ce qu'ils veulent bien faire paraître dans leurs belles brochures soi-disant multiculturelles. Et puis, bon, voilà, dans une espèce de marketing libéral où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La réalité de la business school, elle est tout autre. C'est un milieu extrêmement violent. Matériellement, c'est un système de domination, un système d'exclusion. Tout le monde n'a pas sa place, tout le monde n'a pas la même place, tout le monde n'a pas la même voix. Tout le monde n'est pas reconnu de la même manière. Et moi, enfin, mon expérience personnelle, là, ça part aussi d'expériences vécues, m'a fait réaliser tout ça. Et puis, je n'ai pu, en fin de compte, le mettre en mots
qu'après un certain nombre d'années, parce que euh, ça prend quand même du temps de réaliser l'ampleur de la chose. Mais tout ça pour dire que cette idée de post-colonie, c'est-à-dire de système dans lequel perdure cette espèce de reproduction d'une logique de domination et d'exclusion épistémique, pas seulement, hein, bien sûr, matérielle, mais aussi épistémique, moi, m'a beaucoup intéressée. D'où l'utilisation de enfin, la référence à Membe que je fais, même si je tiens à dire que c'est le Membe des premières années qui moi, m'intéresse et m'interpelle, plutôt que le Membe qui dans les 2, 3 années, enfin, on va dire depuis 2020, je crois, 2021, a été chargé par Macron de mettre en place une espèce de, comment dire, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, c'est un ensemble d'intellectuels qui réfléchissent à la relation de la France et de l'Afrique. Notamment, il y a eu toute la question de la restitution des œuvres d'art, etc., qui a fait partie de tout ce phénomène-là. Ce même Bella qui se fourvoie un peu, qui commence à vraiment se rapprocher du pouvoir, etc. Ça, c'est pas le Membe qui m'intéresse. Mais le Membe de 92 et de la post-colonie, je le trouvais vraiment particulièrement radical, en fait, et percutant. Donc ça, je referme la parenthèse. Juste pour préciser les business schools avec les majuscules, euh, Ouais. par rapport pour celles et ceux qui connaissent surtout le contexte français, la France est le seul pays quasiment au monde qui a séparé l'école de commerce de l'université. Hein. Dans la plupart des pays, l'école de commerce, la business school existe au sein de l'université, hein, pour le meilleur et pour le pire. Mais donc il n'y a pas des entités séparées comme en France qui historiquement ont été créées, gérées par les chambres de commerce et d'industrie sans aucun lien avec le monde académique, sauf depuis les années 80-90 pour la France. Il faut entendre business school au sens de l'enseignement de la gestion à l'intérieur de l'université, dans la plupart, comme c'est le cas dans la plupart des pays, mais avec quand même une certaine autonomie de fonctionnement, c'est-à-dire que la plupart des pays aussi accordent à certaines écoles en leur sein de fonctionner comme des départements autonomes, la business school, l'école d'ingénieur, l'école de droit, l'école de médecine, par exemple. Donc voilà, quand on dit business school, faut pas se représenter une ESC à la française, mais bien un département de l'université qui fonctionne comme une école de commerce. Oui, merci pour cette précision, hein. Effectivement, c'est important de préciser parce que là, ce que j'entends par business school avec des majuscules, c'est vraiment cet assemblage institutionnel de production et de dissémination du savoir managérial à l'échelle mondiale. Alors, une fois que tu poses, alors, on pose la business school comme une post-colonie, en un seul mot. Donc, c'est un regard qui n'était pas posé sur les business schools, mais qui était sur une démarche autre, qu'on déplace et qu'on vient poser de cette manière-là sur la business school. Ça révèle des choses, et ce que je trouve intéressant dans ton texte, c'est que ça donne, il y a une topologie de la post-colonie avec des possibilités et des impossibilités. Une fois qu'on pose l'école de commerce, la business school, le département de gestion comme une post-colonie, ça veut dire qu'en son cœur, il va être difficile de remettre en cause ces systèmes de domination et de violence, qui ne sont pas forcément explicitement violents, qui ne sont pas forcément visiblement violents, mais qui peuvent l'être de manière épistémologique et épistémique. Ça t'amène à poser l'argument que la décolonisation épistémique ne peut avoir lieu que dans les marges de la post-colonie, euh, et que ces marges, tu les définis par une condition épistémique qui est celle de conditions minoritaires. Ouais. Donc ça veut dire que la critique de la violence et de la domination portée de manière épistémique par les business schools ne peut être que minoritaire. Donc on ne pourra jamais gagner.
C'est marginal et minoritaire. Ou est-ce que ça renvoie à autre chose qui fait qu'on pourrait quand même réussir à faire quelque chose? Euh, alors, j'ai deux réponses à ça, en fait. J'ai une réponse personnelle et une réponse académique. Je vais commencer par la réponse académique. Je pense que, en fait, ce que j'essaie de dire par là, ce concept de marge, moi, ça m'a beaucoup travaillé pendant des années parce que justement, il est très problématique. Alors, je lisais Spivak, je lisais des gens comme ça, je me disais, il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus parce que, en fait, là, ce que tu as bien résumé dans mon argument, c'est que en fait, dans mon argument, ce que je dis, c'est que il n'est possible, en fait, de décoloniser les savoirs au sens vraiment réel du terme, selon moi, que si on se situe à la marge. Mais se situer à la marge, pour moi, et c'est là où j'introduis cette histoire des théories de la minorité, etc., c'est que se situer à la marge, ce n'est pas une position géographique, ce n'est pas spatial, c'est épistémique, la marge. Donc pour moi, la marge, c'est une condition. Ce que disait Édouard Saïd, il disait il faut développer une condition oppositionnelle. C'est ça la marge en fait. C'est s'opposer de façon systématique au maître promulgateur du savoir en fait. Et dans la business school, c'est la seule façon, pour moi en tout cas, de pouvoir véritablement décoloniser, c'est-à-dire se défaire de cette accumulation intégrée, en fait, de, 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 comment dire, d'hypothèses sous-jacentes, de postulats, de choses non questionnées, non inquiétées, jamais vraiment abordées. Donc, la, la, ce que moi j'appelle la marge, je refuse justement d'appeler ça la critique. Parce qu'il y a pour moi dans la business school une critique institutionnelle qui est complètement récupérée par l'institution et qui d'ailleurs a pour véritable fonds de commerce, j'allais dire, de sembler en fait être en opposition, mais de ne faire que perpétuer toujours les mêmes structures en fait de domination, parce que cette critique, c'est une critique qui finalement ne remet jamais vraiment en cause les fondements de la connaissance. Elle peut remettre en cause certaines manières ou certains agencements au sein même de la connaissance, mais elle est jamais vraiment. Alors je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais il y a une critique institutionnelle bien établie qui est une critique qui, moi, ne m'intéresse pas du tout, qui est complètement européocentrée, qui est... D'ailleurs, à ce propos, pour tous ceux que ça intéresse, il y a un handbook publié par Routledge, c'était Routledge Handbook of Critical Management Studies, qui est paru en 2015 ou 16, je ne sais plus. Alors, s'il y a une chose à lire, c'est l'introduction de ce handbook qui a été écrite par les Prasad, donc Pushkala Prasad et son mari qui vient de décéder d'ailleurs, qui est décédé l'année dernière, Anshuman Prasad, et par les Mills, Jean Mills et son mari aussi, dont je me souviens, Albert Mills. Donc ces deux couples écrivent cette introduction qui pour moi est absolument fondamentale parce qu'ils viennent justement exploser le champ de la critique et dire voilà, voilà ce qu'on a appelé CMS pendant très longtemps, mais en fait, regardez bien ce que c'est, quoi. Comprenez bien ce que c'est. Donc, c'est des textes comme ceux-là qui, moi, au fil du temps, m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup fait réfléchir. Et donc, j'arrive à ici, là, cet argument que je défends, qui est qu'en fait, et justement, je ne veux pas utiliser le terme critique, c'est d'être contre, se positionner
contre le maître promulgateur du savoir, donc être en position minoritaire toujours. Parce qu'à partir du moment où on n'est plus minoritaire, on est le maître. On est dans la perpétuation du mainstream, on va dire. C'est ça, mainstream, ça vient de là, ça vient du fait que c'est pour tout le monde. C'est tout le monde et en général, on le sait tous, quand tout le monde est d'accord, en fait, quand tout le monde pense la même chose, personne ne pense. Donc, la position minoritaire pour moi, et c'est pour ça que la théorie de la minorité, telle qu'elle est développée par Cindy Katz, qui elle-même est très influencée par Deleuze et Guattari, mais quand ils parlent de Kafka notamment, eux, c'est surtout sur la littérature minoritaire qu'ils posent un regard, enfin qu'ils essaient qu'ils analysent. Elle, c'est plus cette idée que il n'y a que cette position minoritaire qui peut venir déstabiliser, en fait, le maître. Mais si je me fais l'avocat du diable et que je dis, bah, finalement, dans l'école de management, on produit du savoir sur l'activité des managers, leurs décisions, les structures dans lesquelles ils travaillent, les stratégies qu'ils déploient, les outils utilisés. Euh, donc en fait, c'est un savoir académique, bon, certes un peu pragmatique, orienté vers une certaine efficacité de l'action, mais comment tu arrives à y voir de la violence et de la domination? Si on Parce lit que, si on lit ces revues, elles sont très aseptisées, elles sont très propres, elles sont gentilles, j'ai envie de dire. Euh, où est la violence? Comment est-ce qu'on peut la justement, révéler? justement, faut toujours se méfier des gentils. Non, comment on la voit, la violence, par l'invisibilisation, en fait. C'est les silences, comme dirait Spivak et comme dirait Saïd. C'est ceux qui ne parlent pas qui sont intéressants. C'est ceux qui n'ont pas voix au chapitre. C'est ceux qu'on n'entend pas. C'est ceux qu'on ne voit pas. D'ailleurs, regarde, je vais me faire, moi, un peu aussi, enfin, je vais te provoquer un petit peu, mais dans les textes que tu choisis, Oui, il n'y a pas de femmes. non, Pourquoi? Sandra Harding, qui vient de mourir, était une grande, très grande épistémologue. Elle n'est jamais mobilisée dans les cours d'épistémologie. Donna Haraway, enfin, il y a, sans parler évidemment de Monique Wittig, enfin des personnes qui sont des femmes qui ont complètement, euh, on va dire, qui ont justement dans leur position de minoritaire, qui sont venues vraiment déboulonner, en tout cas qui ont essayé. Et qui se sont introduites comme ça, subrepticement, et parfois, ce sont des intruses pour la plupart. Et moi, c'est cette approche, enfin, c'est cette logique-là, moi, qui m'intéresse. C'est une logique de dissidence. C'est une logique je ne vais pas dire de résistance, parce que le mot, encore une fois, est utilisé à tort et à travers, mais c'est une logique parfois de refus. Moi, c'est toutes ces logiques-là qui me font penser que ce sont ces positions minoritaires-là, et elles existent, hein, dans les business schools, elles existent. Elles peuvent prendre des formes différentes. Elles peuvent prendre des formes épistémiques, théoriques, donc la publication de certaines choses qui sont très euh, auxquelles on porte très peu d'intérêt, mais en fait qui sont là et qui sont très intéressantes à lire. Je donne quelques exemples dans le texte, mais aussi par la forme de ce que c'est Spivak qui utilise ce terme et que moi je reprends à mon compte dans l'article. C'est un sabotage permanent dont il s'agit. Et donc ce sabotage permanent, il peut prendre la forme d'un sabotage épistémique,
de tous les fondements sur lesquels on croit, en tout cas, en dehors desquels il n'est pas possible de penser. Moi, c'est ça qui m'a toujours tuée. C'est pourquoi il n'est pas possible de penser en dehors de ces fondements et pourquoi et qui sont ceux à qui on n'a pas eu accès. Et alors là, c'est ce qui m'a mené à aussi à cet article, c'est qu'au fil de mes lectures, au fil des ans, j'ai découvert un foisonnement de pensées autres, on va dire, avec de gros guillemets. Et toute la difficulté, elle est exactement dans ce que tu dis. C'est comment détecter l'absence. C'est ça. Comment se rendre compte qu'il manque des choses. Je vais aller voir Euh, quand on sera un peu sec, genre après la clope, s'il y a des petites retouches à faire, et puis sinon, je te range ça. On met ça, les feuilles. Et hop, voilà. Toute la difficulté, et toute la violence n'est pas. Alors moi, je la vois aussi dans le contenu. Mais ce que tu dis, c'est qui est très important et encore plus insidieux, c'est dans ce qu'on décide d'étudier et donc ce qu'on évite d'étudier. Comment est-ce qu'on l'étudie et comment est-ce qu'on l'étudie a une influence sur ce qu'on peut capter. Et alors, dans un champ de critique complètement différent, il y a un bouquin de Michel Handby qui fait une ethnographie de la Harvard Business School qui s'appelle Manufacturing Morals, où il montre bien que par les choix d'écriture des études de cas de la Business School d'Harvard, il y a une certaine politique et une certaine morale, et notamment ce qui est le relativisme moral, qui est diffusé, mais qui est, et c'est là où ton texte est important, c'est que c'est en creux que se fait la violence par celles et ceux qui n'ont pas accès à la production de ce savoir-là ou à être l'objet de ce savoir-là. C'est-à-dire on dit qu'on étudie toutes les formes d'organisation, mais quand même, on étudie beaucoup les cadres supérieurs et les consultants, quoi, et de préférence dans des pays européens. La proximité sociologique avec la communauté de chercheurs est aussi un facteur là-dedans. Donc je pense que ce que révèle vraiment ton texte et les exemples que tu donnes, c'est à la fois important et ça montre le défi. Et ce que tu disais en introduction, c'est-à-dire le temps que ce texte, c'est le produit d'une réflexion longue et d'une expérience aussi longue et d'une réalisation d'un creux immense, d'une vacance immense à l'intérieur de notre production de savoir. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être étudiés, qu'on ne regarde pas, qu'on ne veut pas regarder, en dépit de l'importance du rôle qui est joué. Et donc je pense, voilà, ton texte révèle ça. Et ça me semble hyper important. Et alors, une fois qu'on a posé cette analyse-là, qu'est-ce qui peut être fait? Tu as une citation qui est vers la fin de l'article, qui me semble inspirante sur les voies d'action à partir de là. Alors, là, dans cette citation-là, nous pensons à notre tâche à notre objectif, à notre tâche, comme celle de subvertir le projet de l'intérieur, à l'intérieur d'une série d'actions, d'actes qui traversent utilise la porosité de l'héritage historique, qui en rejette certaines parties et qui en adapte d'autres de manière nouvelle, en tout cas pour servir un nouveau projet. Donc l'idée, c'est pas de faire une table rase, c'est une sorte de droit d'inventaire, j'ai l'impression, à l'intérieur du savoir établi. Ou est-ce que je tords l'esprit de la citation quand je dis ça?
Non, non, effectivement, je ne crois. D'abord, l'histoire du degré zéro de connaissance là, qui a été beaucoup discutée, notamment par les théoriciens d'Amérique latine. Moi, j'y crois pas. Je pense pas à la table rase. Je pense que le savoir, il est toujours déjà là. Le savoir est construit. Le savoir, je le dis à la fin du texte, on peut pas couper la branche sur laquelle on est assis. Je n'ai pas du tout cette approche radicale de dire allez, on efface tout et on recommence. C'est une absurdité pour moi. Enfin, c'est absurde. C'est pas du tout ça. Par contre, oui, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'utiliserai l'expression droit d'inventaire, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment cette idée de se faire sa place, en fait. Spivak, dans son livre le plus connu, tiens, encore un livre cité à tort et à travers, mais jamais lu, en fait. Bon, déjà parce que Spivak, pour la lire, mais justement, quand on s'accroche, c'est tellement, tellement, ça apporte tellement de choses. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté, mais c'est vrai que c'est pas facile, il faut vraiment. Et dans son livre Les subalternes peuvent-elles parler? Ben, la réponse, c'est non. Non, elles ne peuvent pas parler parce qu'on parle pour elles. Et quand on ne parle pas pour elles, en fait, elles ne sont pas écoutées. Même si même si on pense leur faire la place. Alors maintenant, on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent à des contextes autres. Et notamment dans le Sud global. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est en train de se passer, c'est une espèce de migration épistémique, enfin, on va dire, de voyage géographique, mais réellement, véritablement. La production de savoir, elle vient d'où? Où est-elle ancrée? Même dans ces revues qui se veulent critiques, etc. Elle est produite par qui? Qui sont les personnes qui ont voix au chapitre? Et je parle pas je parle de doctorants. On va dire les choses comme, enfin, on va dire je vais dire les choses comme elles sont. Euh, il y a des doctorants. Les doctorants ne partent pas avec les mêmes chances. Soyons clairs. Ils n'ont pas. Il y a l'égalité des chances, ça c'est une utopie. Je parle au niveau du marché mondial de la publication. Il n'y a pas d'égalité des chances, ça n'existe pas. Parce qu'on est le produit d'un système, on fait partie de tout un assemblage, un agencement de choses qui font que même si individuellement on s'y met, on y va à fond, on essaye de reproduire ce qu'on peut, on a une thèse super intéressante, etc., rien ne garantit que ben, ça va fonctionner et que ça va. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire là, c'est que l'idée, pour moi, et c'est là où tout à l'heure, j'ai pas donné ma réponse personnelle à ta question, c'est là où ma réponse personnelle est une réponse qui va peut-être être perçue comme pessimiste, mais c'est pas grave. C'est pas, en fait, souvent je réfute cette binarité, optimisme, pessimisme. Pour moi, c'est pas de cet ordre-là. Mais pour moi, il s'agira, il est absolument naïf de penser qu'on va pouvoir changer ce système de business school, et spécialement dans le monde dans lequel on vit maintenant et dans le contexte qu'on est en train de, de connaître, enfin, et encore de façon très exacerbée aux États-Unis, au Canada, mais en Angleterre, en Australie, mais ça va arriver en France aussi. Enfin, c'est arrivé de façon un peu plus, enfin, c'est différent, disons, la manière dont ça s'introduit en France, mais c'est question
marchandisation du savoir, extrême précarisation dans les business schools, alors élimination de certains cours parce que ça n'intéresse plus personne et de certains masters parce qu'ils n'intéressent plus personne au sein même des business schools, hein. Modification totale des agencements matériels qui font que on enregistre. Alors, il y a un aspect formidable à ça, qui est que moi, je peux là vous parler en direct et que je ne suis pas à Paris. Mais il y a quand même tout un tas de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de contrôle, etc., qui se mettent en place. La business school en tant que lieu de production et de perpétuation de la connaissance et du savoir, en fait, de la production du capitalisme, hein, parce que c'est là que ça se joue. J'ai pas la naïveté de croire que ça va changer. Ce qui va changer, par contre, ce qui est en train de changer, en tout cas pour moi, c'est ce à quoi j'aspire, c'est que justement, il y ait de plus en plus cet esprit de dissidence à l'intérieur et qu'on utilise, pour utiliser une expression des travaillistes italiens, c'est d'être within and against, à l'intérieur et contre, et de travailler avec acharnement à saper, en fait, à saper le pouvoir dominant, enfin la connaissance dominante. Et, et c'est une démarche qui est loin d'être facile, qui demande beaucoup, beaucoup déjà enfin, c'est pas facile individuellement. Alors moi, aujourd'hui, je parle d'une position hyper privilégiée, j'en ai bien conscience. J'ai bien conscience de la fragilité matérielle dans laquelle se trouvent la plupart des doctorants, la plupart des gens dans les universités, dans les business schools. Donc, je ne suis pas là à dire que c'est la voie que tout le monde doit suivre. Pas du tout. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait un contingent de personnes qui en ressentent vraiment le besoin et qui portent cette logique de non-déférence au maître promulgateur du savoir et de développer d'autres, enfin de promulguer le savoir par d'autres moyens Non, à travers. moi, je le formulerais en dédoublant. C'est-à-dire qu'effectivement, j'adhère à la nécessité d'un contingent dissident. Mais, donc, bon, ça après, il faut que ce contingent partage des valeurs, un projet, etc. Mais de manière plus large, et c'est là où je dédouble, la citation me semble être aussi relativement saine si on la décontextualise un peu de son écriture et de son contexte de formulation. De rejeter la déférence épistémique, de s'autoriser à s'engager dans l'héritage historique, le contester, le maltraiter un peu, en reprendre certaines parties, mais aussi en oublier d'autres et les mettre au service de la création de connaissances, qu'elles soient dans la contestation de la production dominante ou pas, de toute façon, me semble être une qualité nécessaire. Justement, la déférence épistémique est paradoxalement un grand danger pour la production de connaissances, quelle qu'en soit la nature. Je pense même que ça appauvrit la production de connaissances à l'intérieur du courant au sein duquel on est déférent. Je pense que ça se fait même au détriment de ce projet-là, même si on se pense comme un bon soldat
de ce courant de pensée, de cette école. Je pense que la déférence appauvrit de toute façon la production de connaissances. Alors, juste parce que je voudrais que s'il y a des réactions, elles puissent se faire, parce que nous, on a l'occasion de discuter régulièrement. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans les salles virtuelles ou en salle? Yann a tout de suite levé la main, et ensuite Antoine. Yann. Oui, bonjour. Tous mes remerciements pour votre article que j'ai commencé à lire, qui n'est pas d'un accès facile. En tout cas, déjà, au préalable, merci pour cette respiration théorique. Alors voilà, je suis doctorant moi, en stratégie d'entreprise. Alors, une toute petite remarque préliminaire. Il y a un penseur qui est mort il y a 2 semaines, qui avait un peu votre état d'esprit. Il s'appelait Omar Aktouf. Il était Ouais. professeur à HEC Montréal. Il a été mon prof, oui. Omar C'est est pas mort. vrai. Oui, il est Oui. mort. Oui, il est mort. Ah, Il est mort et il a attaqué quand même le dieu de la stratégie dans les sciences de gestion, qui était Michael Porter. Il n'a pas hésité à ferrailler. Et bon, il s'attaquait aussi au capitalisme, mais HEC Montréal, vous devez être certainement au courant, l'a quand même marginalisé sur la fin de sa carrière. Voilà, c'était une petite remarque. Alors, j'aurais 2, 3 questions. Alors, au moment où on se parle, existe-t-il en fait finalement une épistémologie postcoloniale pour décoloniser l'imaginaire dans les sciences de gestion? Est-ce que vous pourriez donner une définition? Dans les auteurs, vous avez cité donc Édouard Saïd, Achille Mbembe, Spivak, d'ailleurs, qui a été la passeuse de Derrida aux États-Unis. Êtes-vous influencé par les penseurs français de la French Theory? Lesquels? Et après, j'ai une interrogation finalement en vous écoutant. Moi, je me demande finalement, est-ce qu'on peut encore penser? Est-ce qu'on peut encore faire de la recherche dans les business schools? Et finalement, n'y a-t-il de vérité que dans les marges? Merci. Merci. Dis donc, ce sont des questions difficiles là, que vous me posez. Bon, alors, je suis pas sûre d'avoir tout retenu, donc Oui, pardonnez-moi d'avance si je vous en prie. je ne réponds pas à toutes vos questions, mais d'abord, oui, désolé pour le texte. C'est vrai qu'il n'est pas facile d'accès, surtout en anglais, quand l'anglais n'est pas forcément une langue qu'on a l'habitude de lire, etc. Euh, la question de l'épistémologie postcoloniale, enfin, bon, ça, je vais éviter de rentrer dans les détails parce que je pense que ça, il faudrait avoir toute une séance là-dessus. Euh, il y a énormément de confusion entre les termes. Postcolonial, décolonial, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la différence entre ces approches, etc. Aujourd'hui, je sais que si on se cantonne juste au champ de la gestion, on va dire des études organisationnelles plus largement, il y a effectivement beaucoup d'auteurs qui maintenant travaillent à justement saper un peu les fondements de cette épistémologie dominante. Alors, on retrouve des gens qui sont en Inde, un peu partout sur la planète, sauf évidemment malheureusement en Afrique, parce que l'Afrique est encore la zone de non-savoir. Alors, j'ouvre une parenthèse, on a coédité avec un ensemble de collègues un numéro spécial de la revue Organization récemment qui porte sur l'anti-blackness, enfin, ce concept très particulier développé aux États-Unis qui, qui est une forme de racisme très particulière, une forme de racisme anti-noir. Et dans ce numéro spécial, il y a un article sur l'Afrique en tant que zone de non-savoir, en fait. Et c'est un article que moi, je trouve très intéressant parce que ça pose justement toutes ces questions-là. Je ferme la parenthèse. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui se développent. Et
Et moi, alors sur ça, pour le coup, je suis très optimiste parce que je le vois arriver, je vois des gens faire des choses comme ça qui sont assez oppositionnelles, on va dire. Et ça me réjouit. Euh, Moi, vous parliez d'influence, French Theory, etc. On est tous influencés par la French Theory parce que indirectement, c'est ce qu'on disait sur Descartes. C'est comme ce qu'on dit de Descartes. D'ailleurs, Descartes, il est partout. C'est un spectre dans mon texte. Descartes, c'est la fameuse phrase, soyons maîtres et possesseurs de la nature. C'est à partir de Descartes que cette idée de maîtrise a pris corps, a pris vraiment cette importance et que cette idée de maîtrise est au cœur, en fait. Euh, pas seulement d'ailleurs des savoirs, du fonctionnement même de toute la société, cette idée que qu'il faut maîtriser les choses, qu'il faut pour connaître quelque chose, faut maîtriser. Alors je maîtrise la question, je maîtrise cette langue, même dans notre façon d'utiliser le terme, c'est intéressant de voir ça. Et moi, tout à l'heure, je vous écoutais discuter de cette question avec le texte de Nietzsche notamment, il y a la question que je me posais qui est que la nature même du savoir est posée comme étant, enfin la possibilité de savoir est toujours déjà là. On peut savoir, on peut comprendre. Et comprendre, c'est au sens étymologique du terme, rassembler, mettre une espèce de frontière, enfin, circonscrire en fait. C'est aussi ça, savoir, c'est aussi ça, comprendre, c'est circonscrire. Et moi, j'ai plus une compréhension fugitive du savoir. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les barrières, il faut s'échapper. C'est-à-dire qu'il y a toujours, le savoir nous échappe toujours. On est plus dans une posture de courir après le savoir que de le circonscrire, en fait. Donc, oui, bien sûr que toutes ces influences sont là parce que je les ai lues, parce que j'ai lu des gens qui les ont lues et qui les mobilisent très fortement, etc. Mais je trouve que, enfin, en tout cas, si je devais, moi, partager, je pense que l'une des plus grandes influences récentes pour moi, c'est vraiment la lecture d'Elsa Dorlin en France, une philosophe que moi, j'estimais être parmi les très, très grands parmi les très grands et très grandes philosophes. Alors, son travail est incroyable et la lecture de son travail m'a complètement bouleversée, moi en tout cas, m'a complètement chamboulée, m'a fait reprendre beaucoup de mes suppositions, de mes postulats, etc. Donc, plus que Derrida, Foucault, enfin bon, euh, plus que ces gens-là, c'est plus Elsa Dorlin, Grégoire Chamaillou, c'est vraiment des gens comme ça qui m'ont beaucoup plus, en tout cas ces dernières années, influencé. Et puis, je pense avoir répondu. D'ailleurs, je recommande la recension de l'ouvrage de Chamaillou, Manhunt, que tu as faite dans Management, il me Oui, semble. c'était la recension de La Société ingouvernable. Ouais, la société ingouvernable, qui est, voilà, à la fois pour les développements que tu en tires et pour l'ouvrage de Chamaillou. Antoine, j'avais une question, et puis après on va devoir conclure. Oui, merci beaucoup pour cet article et la discussion qui sont tout à fait passionnantes. J'ai deux questions sur les perspectives en fait que ça ouvre. Premièrement, il y a quand même un point qui n'est pas abordé, qui me semble important, c'est que on ne choisit pas d'être aux marges ou d'ailleurs de devenir majoritaire. En tout cas, si on suit un peu les logiques d'épistémologie de point de vue, vu qu'on a parlé de Harding, Haraway, etc. Alors, ce qui fait que je me demande si sur le long terme, la critique qui est faite au Critical Management Studies, de l'institutionnalisation, etc., c'est pas en fait le destin qui attend toute possibilité
de théorie qui vient des marges, si elle fonctionne. Alors peut-être que c'est une très bonne chose pour la science, hein, mais je ne sais pas si, à titre personnel, c'est pas un peu compliqué à vivre pour certains chercheurs de reconnaître qu'ils sont devenus l'institution qu'ils ont critiquée pendant des années. Et en ce sens-là, en termes de travail identitaire des chercheurs, je me demande comment ça peut fonctionner. Et ma deuxième question, c'est, on vit à une époque où, malheureusement, on voit quand même que dans beaucoup de pays, la science comme institution, c'est-à-dire que l'académie, l'université, est attaquée. Et du coup, ce mot d'ordre de saper le savoir, je me demande jusqu'à quel point on peut le tenir, tout en essayant quand même de défendre cette institution, ne serait-ce que pour ne pas couper la branche sur laquelle on est assise. Et du coup, comment on peut parvenir à trouver un équilibre entre deux positions qui peuvent paraître assez contradictoires à un moment. Merci pour ces questions très pertinentes. Alors, pour la première, on ne choisit pas d'être à la marge. Oui et non, en fait. Moi, ce que j'essaye de faire avec ce texte, c'est aussi un appel. Bon, le titre de la section, c'est provocation. J'essaye de provoquer une réflexion, j'essaye de faire naître quelque chose pour que justement, on se mette à choisir en fait. Parce que l'un des problèmes auxquels j'ai fait face, enfin moi, en tant que doctorante et puis ensuite jeune chercheur, etc., c'était mais je suis où en fait? Je suis où? Je suis où et je fais quoi? Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est là, je le dis au début du texte, que je ne faisais que euh, perpétuer quelque chose et en fait, je perpétrais aussi quelque chose. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que en ne choisissant pas, je choisissais. Parce qu'en fait, on choisit toujours finalement. C'est-à-dire qu'en pensant ne pas choisir, on choisit. Et souvent, quand on est soi-disant neutre, eh bien, on choisit d'être dans la domination. C'est aujourd'hui dans la business school, alors je ne vais pas vous raconter des anecdotes, j'en aurai des dizaines, hein, mais de situations dans lesquelles vous avez des personnes qui viennent vous dire mais tu fais de la propagande, c'est idéologique. Mais la neutralité, la pseudo-neutralité dans laquelle le mainstream se situe n'est pas idéologique non plus. Enfin, eux sont hors de l'idéologie, mais par contre, quand il s'agit de critiquer ces fondements-là, là, c'est idéologique. Donc, il y a un véritable, en fait, manque de questionnement qui fait qu'en fait, on a l'impression de ne pas savoir où on se situe. Et en fait, c'est à partir du moment où on commence à se poser cette question de la situation, c'est pour ça que je citais Sandra Harding. C'est vraiment Harding, Haraway, c'est vraiment des féministes qui ont développé cette idée du positionnement, etc., qui sont vraiment importantes à lire parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à véritablement se poser des questions en tant que chercheur. Et on se dit, mais je me situe où? Et en fait, la position de chercheur, c'est pour ça que le travail identitaire dont vous parliez là est intéressant parce que pour moi, la position n'est pas déterminée forcément. Oui, bien sûr, on est tous déterminés par notre situation sociale, nos conditions matérielles d'existence, mais en même temps, au sein, pardon, au sein même de ça, on peut se poser ces questions. Et c'est dans Descartes parlait, c'est le doute, c'est dans ce doute et ce questionnement et le fait d'inquiéter constamment, de s'inquiéter soi-même et d'inquiéter constamment tous ces éléments-là que finalement on finit par comprendre qu'on a fait un choix par défaut et que là on peut se situer. Donc être à la marge, c'est pas du tout être dans une marge géographique, mais pour moi, en tout cas, là, dans cette
cet essai, c'est d'être dans une marge épistémique, c'est-à-dire dans une position d'opposition systématique, en tout cas de méfiance systématique par rapport à ce qui est promulgué comme non questionnable, non discutable, etc. Donc ça, c'est la première chose. Pour la deuxième chose, c'était, oui, ça c'est une question très importante sur les attaques, etc. Alors, oui, c'est une question que je me pose tout le temps parce que moi, mon inquiétude, c'est aussi d'être récupérée par un certain type de critique. Et alors, je pense que quand même, il y a quand même une généalogie dans laquelle on s'inscrit. En fait, quand on écrit des textes comme ça, quand on réfléchit à ces questions-là, on s'inscrit dans une généalogie particulière. Et, et c'est dans ce cadre-là que moi, si vous voulez, que j'ai confiance dans le fait que il y a une certaine cohérence dans cette critique-là. Alors, effectivement, moi, je ne suis pas du tout pour que le système s'écroule et que on détruise les universités, évidemment pas. Euh, euh, mais par contre, ce n'est pas parce que le système est en danger qu'il faut s'y accrocher comme si c'était la seule bouée de sauvetage et comme s'il n'y avait pas d'autres modalités d'existence au sein même de ce système. À ce moment-là, ben, c'est vraiment cette pensée totalitaire qui gagne. Donc j'ai confiance quand même dans le fait que on s'inscrit dans une certaine généalogie de lutte et qu'on s'inscrit dans une tradition particulière et que c'est ça qui rend enfin, c'est ça qui fait de l'université ce qu'elle est en fait. Et à partir du moment où on a peur parce qu'elle est menacée, on a peur de continuer à faire de l'université ce qu'elle est, c'est à ce moment-là que l'université va mourir en fait. Oh, c'est une belle conclusion. Non, mais je pense que ce que tu dis, les valeurs et réflexes sous-jacents que tu défends me semblent devraient être au cœur du travail scientifique. Après, il se trouve que toi et moi, on est plus alignés sur les valeurs et les objectifs, mais quand bien même certaines et certains divergeraient, et voire s'opposeraient, euh, la valeur de rejet de la déférence épistémique, la défense d'une position critique, d'une distance, le fait de maltraiter, au sens propre comme au figuré, les cadres conceptuels, les méthodologies. C'est quelque chose qu'on avait revendiqué dans l'essai de lancement de la Société de philosophie des sciences de gestion, dont une bonne partie des membres peuvent pas être étiquetés des coloniaux. Hein, mais ça, il n'empêche que ce sont des vertus épistémiques absolument centrales qu'il faut défendre. Absolument. Et après, on peut débattre du projet, on peut vouloir défendre la marge ou le cœur, mais il faut avoir cette prise de recul absolument. Et d'un point de vue épistémologique, le passage par la marge fait partie d'une certaine hygiène mentale, intellectuelle, et un point de passage important. Et la distance critique. C'est-à-dire, c'est pas parce que le système est ce qu'il est ce qu'il devrait être. Shahrazad comme moi parlons de position privilégiée. Moi encore plus. Le statut de l'université française est extrêmement protecteur pour la liberté de recherche, de parole, d'enseignement. Donc,
à chacune et à chacun d'entre vous, là où vous êtes, mais a priori dans des trajectoires plus juniors, à trouver les stratégies de subversion, d'adaptation, de camouflage nécessaires à votre survie. Vous ne pouvez pas écrire tout ce que vous voulez dans votre thèse, vous pouvez pour l'instant pas dire tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser différemment et s'autoriser à questionner, critiquer, même si c'est en chuchotant dans un séminaire ou discrètement dans votre tête. Mais c'est extrêmement important que ces vertus soient défendues. Donc, Shahrazad, merci beaucoup d'être venu présenter ce texte et merci pour le texte qui me semble absolument essentiel. Merci à vous, merci pour ton invitation, Johan. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Alors, le programme, j'ai mentionné sur le site internet le séminaire complémentaire de la Société de philosophie des sciences de gestion cet après-midi à 14h30 avec Philippe Corcuff qui vient présenter un texte sur la neutralité. Donc, axiologique. Donc voilà, on va avoir des échos intéressants. Le lien Teams est sur le site. Et sinon, pour le séminaire, on se voit dans 3 semaines, le 21 mai, pour continuer ces analyses de textes. Et j'ai invité une jeune docteur qui a soutenu sa thèse il y a 2 semaines et 3 semaines, et dont une partie des membres du jury ont signalé la qualité de son chapitre d'épistémo. Donc, avec son autorisation, j'ai posté juste le chapitre d'épistémologie. Alors, du coup, il est déconnecté du reste du document. Mais si vous faites un peu abstraction de ça, vous verrez comment est-ce qu'elle a rédigé son chapitre d'épistémologie. Ça n'est pas un modèle, ça n'est pas un exemple, c'est l'écriture de quelqu'un qui, dans un projet doctoral, a fait quelque chose que le jury a trouvé intéressant. Donc, allez pas penser que tous les jurys trouveront ça intéressant ou que tous les directeurs et directrices de thèse trouveront ça intéressant. Mais je me suis dit que ça serait intéressant d'échanger avec elle. Et elle viendra peut-être en ligne, peut-être en présentiel, nous voir à 10h le mercredi 21 mai. Puis on aura un autre séminaire de la SPSG l'après-midi. Voilà, juste pour les participants extérieurs à Nanterre, je ferai des certificats de présence à la fin. Donc, inutile de m'envoyer à chaque fois des mails pour chaque séance. Je ferai un bilan à la fin et j'enverrai sur demande les certificats pour celles et ceux qui ont besoin de ces certificats dans leurs universités, puisque nous avons maintenant plus de participants hors de France qu'en France. Donc, il faut se jouer des contraintes institutionnelles pour que ces personnes-là puissent valider leurs séminaires doctoraux. Merci à tous et à toutes à cet après-midi ou à dans 3 semaines. Shahrazad, encore merci. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir.